Distingués invités, camarades étudiants et étudiantes, bonjour. Vous allez commencer par nous excuser pour le retard avec lequel nous venons de commencer notre activité. Sans plus attendre, je vais vous donner les squelettes de notre cérémonie. Nous allons commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, il y aura la prière qui sera dite par le représentant de son Excellence Monseigneur l'évêque. Juste après la prière, nous aurons un mot de bienvenue, un très bref mot de bienvenue, qui sera suivi par le mot du premier vice-président du REC Congo central, le mot de circonstance qui sera prononcé bien sûr par Maître Blaise Louvois lorsqu'il prendra la parole pour annoncer la conférence de début par son Excellence, Monseigneur, Monsieur le ministre de Budget et des Finances. Après cela, il y aura le début proprement dit de la conférence. Les jeux de questions et réponses vont suivre. Puis, il y aura le mot du protocole, bien sûr, et la fin de la cérémonie par l'hymne national et bien sûr également la prière. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Au don béni, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, retour du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. À mon nom propre et celui de la communauté estudiantine de la ville de Boma, nous exprimons nos chaleureux mots, signe de bienvenue à l'excellence, Monsieur le ministre provincial de Finances et du budget de la province du Congo central. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici et de se déplacer pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite un très bon séjour dans notre chère ville. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Cette rencontre s'inscrit dans le processus visant à engager notre province en particulier, mais surtout notre beau et cher pays en général, dans la mise en œuvre effective du développement social. Les profondes relations qui s'opèrent aujourd'hui entre nos villes, provinces et universités du pays nous interpellent au plus haut niveau et nous promènent dans les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Pour y arriver, nous comptons sur votre collaboration, chère Excellence. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser le manche pour atteindre nos objectifs, aplanir les obstacles entravant le développement et contribuer à l'essor de notre société. Mesdames et messieurs, nous voudrons assurer notre disponibilité, notre collaboration en tant que premier vice-président des étudiants du Congo central et coordonnateur des étudiants de l'université Joseph Kasavubu dans le domaine de la science. C'est sur ces mots d'engagement que je voudrais souhaiter plein succès à notre rencontre de ces jours.
J'ai dit et je vous remercie. Je vais la lire, et quelques longues vitailles, pourquoi pas, le cursus universitaire de l'excellence Vango Kinsongo Babi. Monsieur Vango Kinsongo Babi est congolais comme le Congolais aime dire, de père et de mère. Monsieur Vango Kinsongo Babi est diplômé de l'école de finance à Kinshasa, diplômé de l'école nationale du trésor public à Paris et diplômé de l'école nationale d'administration ENA à Strasbourg. Il est également détenteur d'un master en administration et finances publiques de l'Université de Strasbourg en France. Monsieur Vango Kinsongo Babi est fonctionnaire du ministère de Finances et du Budget depuis 2001. Il occupa le grade de chef de division et la fonction des sous-gestionnaires des crédits à la direction de préparation et suivi du budget. À ce titre, il a été affecté au sein de plusieurs cabinets ministériels de 2003 à 2011. En novembre 2011, M. Vango Kinsongo Babi est nommé coordonnateur national adjoint du comité d'orientation de la réforme de finances publiques COREF, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2022. M. Vango Kinsongo Babi est membre depuis 2010 du comité de rédaction des textes légaux et réglementaires induits par la réforme des finances publiques, notamment le règlement général sur la comptabilité publique de 2013. Membre successivement depuis 2016 et 2018 du comité de praticiens de finances publiques de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, élargi à la RDC et au Sao Tomé et Principe. M. Vango Kinsongo Babi est membre du Forum de hauts fonctionnaires du ministère du Budget de pays membres du Centre régional de Fonds monétaire international FMI en cycle pour l'Afrique centrale, Afritac Centre. Depuis juin 2022, M. Vango Kinsongo Babi a été nommé ministre du Budget et des Finances de la province du Congo central. Je vous remercie. Ainsi donc, chers conférenciers, en vos qualités et titres respectifs, avant d'entrer dans les bains, nous avons récemment de la part de l'autorité qui va animer ce débat. Ici, il s'agit de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget et des Finances du Congo central, qui vous remercie infiniment d'avoir rehaussé par votre présence la présente cérémonie hautement scientifique. Ceci envie de partager avec vous un sujet crucial, un sujet d'une portée scientifique incommensurable. Voilà l'exercice qui nous attend. Et donc, quid du cadre stratégique du développement en RDC? La vision, la déclinaison, les référentiels et les financements. Ainsi donc, nous allons accorder la parole à son Excellence, Monsieur le ministre provincial du Budget et des Finances, pour qu'il puisse se livrer à cet exercice ô combien exaltant. La thématique pour laquelle nous avons voulu échanger un peu avec vous, c'est un exercice qu'on fait, ça fait plusieurs années, dans le cadre des fonctions antérieures que nous avions eu à exercer. Donc nous essayons d'échanger, parce que comme vous voyez là, j'écris, là c'est écrit même expert en finances publiques, mais j'écris toujours chercheur, parce que l'expertise absolue n'existe pas, on cherche toujours la vérité. Donc, ce sont des échanges qu'on va faire sur tous ces concepts, bien sûr que les amis qui ont fait l'économie ou le développement
vont se retrouver de manière générale. Donc nous commençons par la présentation de notre canevas. Le canevas de notre intervention est structuré en 4 parties. Outre l'introduction et la conclusion, nous avons la vision du changement, les référentiels stratégiques, les financements des plans d'action et les difficultés de mise en œuvre rencontrées. Je pense que vers la fin, je vais faire un focus sur le Congo central pour que l'exposé puisse avoir un ancrage avec une réalité bien donnée. Donc je partirai du niveau central jusqu'au niveau de la province et je vais donner certaines références en fonction des données qui sont disponibles au Congo central pour vous donner une idée de ce qui se passe généralement dans toutes les provinces. C'est pas par hasard, je pense que c'est un alignement des astres que le président des étudiants, vice-président des étudiants du Congo central qui a ouvert cette journée par son discours et cité Nelson Mandela, est un grand visionnaire parce que je commence ma conférence, mon exposé par la citation de ces grands hommes politiques qui a marqué les siècles passés et une grande partie du siècle actuel. Nelson Mandela dit ceci de la vision. Il pense que une vision qui ne s'accompagne pas d'action, c'est un rêve. Un rêve qui n'est pas sous-tendu par une vision, c'est une perte de temps. Mais lorsque la vision se conjugue avec l'action, c'est alors que le monde peut changer. Donc, à l'origine de toute action d'une communauté doit préalablement exister une réflexion, une projection. C'est cette projection qui permettra aux animateurs, aux détenteurs d'une parcelle de pouvoir quelconque dans la communauté, d'avoir une boussole, d'avoir un baromètre pour savoir guider la communauté et mesurer les niveaux d'avancement vers les cibles qui ont été fixées. Alors, c'est quoi la vision? La vision stratégique. La vision stratégique, c'est rien d'autre que l'état qu'une collectivité souhaite atteindre au terme d'un horizon temporel de planification, donc un horizon de planification préalablement défini. Donc c'est comme la ville de Boma, les maires de Boma, qui se dit dans 10 ans, par rapport à la vision que nous avons définie avec l'organe délibérant, nous pensons que sur le plan environnemental, on peut faire de Boma une ville écologique. Il y aura des constructions qui vont respecter l'écologie, où on va s'adonner à un dispositif de traitement des déchets qui répond aux défis de l'environnement et du développement durable. Donc c'est ça au fait une vision, c'est cette projection-là. Alors la vision permet alors à une organisation, collectivité, État, de gérer la manière dont cette communauté, cette collectivité s'avance vers les progrès, les changements qu'il est en train d'escompter. Alors, quelle est l'utilité de la vision? La vision permet de se fixer ou de décrire l'orientation qu'on se donne durant cet horizon temporel. En matière de vision, l'horizon temporel est d'une génération ou plus. La génération, c'est-à-dire 25 ans. La vision ne le fait qu'au terme de 25 ans ou plus. On doit définir ce que l'on voudrait qu'une communauté devienne, un État devienne dans 25 ans. Et alors, la stratégie va être tissée, la planification va s'adosser sur cette stratégie et c'est cet horizon temporel qui sera structuré en étapes et ces étapes qui vont permettre de mesurer l'avancement vers les résultats escomptés. La vision détermine la cible. Donc on met une cible
Mais la cible doit être transmise. Cette cible doit être connue, de manière à ce que la cible soit partagée par l'ensemble de la communauté et que les étapes qui conduisent vers l'atteinte de cette cible aussi soient maîtrisées. Alors, par l'énoncé déjà de la vision, on sait cerner en fait la stratégie institutionnelle en matière de planification et de prise de décision d'une collectivité. L'énoncé même traduit les grands enjeux qui doivent être traités. L'énoncé cerne les choix qui doivent être opérés, les grandes problématiques qui nécessitera des solutions idoines et évidemment la définition d'un langage commun, la définition des éléments de langage qui doivent justement être développés en matière de développement dans sa dimension intégrale. J'ai dit culturelle, économique, sociale et écologique. Alors l'objectif de la vision c'est quoi? L'objectif de la vision c'est de définir cet horizon, et cette cible de planification là dans tous les secteurs, mais aussi à tous les niveaux qui structurent la vie en société. En RDC, conformément à la décentralisation et à la libre administration, nous avons 3 niveaux de gouvernance, à savoir le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. La vision doit se décliner sur ces 3 niveaux avec des cibles qui seront bien sûr légèrement différentes, mais avec un cordon ombilical unique. Parce que c'est la vision qui est définie au niveau le plus élevé, qui s'étiole, qui ruisselle et qui devrait conduire les actions au niveau infranational partout. Donc, ça veut dire au niveau provincial et au niveau local. Alors, quelles sont les références en matière de vision? En République démocratique du Congo, nous en avons 3. Les premiers référentiels, c'est le plan national stratégique de développement. Ce référentiel a été élaboré après plusieurs années parce qu'on n'avait pas de vision. Je pense que vous vous souviendrez, vers les années 2006, pour ceux qui suivaient quand même la politique, parce qu'il est devenu comme une drogue chez nous, au pays, on parlait des 100 actions du chef de l'État. C'était par rapport aux élections de 2006. 100 actions. Il fallait 100 actions pour le chef de l'État. 100 actions. Après, on va nous parler des 5 chantiers du chef de l'État. Après, on nous parlera de la révolution, de la modernité. Mais pourquoi tous ces excusez-moi, j'appelle ça ces slogans, ce sont des slogans, parce qu'ils ont disparu. Ils ont disparu pourquoi? Parce qu'une vision doit être documentée. Une vision doit être écrite. On écrit une vision. Donc, c'était des intentions que les dirigeants, à une époque bien donnée, émettaient, mais ce n'était pas sous-tendu, il n'y avait pas un socle programmatique vraiment qui pouvait permettre à ce que la collectivité puisse avoir une boussole. C'est ainsi que tous ces documents ont fait plouf. Mais tous ces documents-là ont circulé en même temps qu'un autre. Et c'est un document qui a été écrit, celui-là, c'est les DCRP. Vous avez déjà entendu parler des DCRP, les documents de réduction de la pauvreté et de la croissance. Mais comment elle fonctionne, la péréquation? Vous voyez la rétrocession. On donne la rétrocession en fonction de la capacité à collecter. Plus vous collectez, plus on vous donnera. Mais maintenant, là, c'est le mécanisme inverse pour la péréquation. Moins vous collectez, plus vous allez recevoir. Vous comprenez? Plus vous allez recevoir. C'est pour essayer
de corriger ces différentiels-là, notamment en matière d'investissement. On a mis en place ces mécanismes de péréquation. La caisse a été créée depuis 2015, mais la caisse n'a jamais joué de ces 10% pour les redistribuer aux provinces en fonction de ces critères. Je viens de vous libeller. Ça, c'est de manière tout à fait ramassée, parce qu'à l'intérieur, il faut voir, on tient compte de quel ratio pour arriver à dire que telle province aura ceci ou cela. Mais on pensait en 2022, je pense, fin 2022, fin 2023, et début 2023, quand j'ai eu l'honneur d'accompagner M. le gouverneur, son Excellence M. le gouverneur à Kinshasa, on a été reçu par les DG de la Caisse nationale de péréquation, qui nous avait déjà demandé d'aller déposer nos états de besoin. Donc on était très contents. La province du Congo central aura 14 millions de dollars au titre de la Caisse nationale de péréquation, à condition qu'elle présente des projets. Nous avons aligné des projets, il faut refaire les bacs de l'eau aussi, il faut construire un engin de 200 tonnes, on a mis beaucoup d'histoires à l'intérieur. On a couvert nos 14 millions, on a fait des séances techniques avec les financiers là-bas. On attend cet argent jusqu'aujourd'hui. L'argent n'arrive toujours pas parce qu'on n'a pas mis à la disposition de la caisse cette somme qui doit, au fait, qui doit être mis à sa disposition de manière automatique par une instruction permanente venant du ministre des Finances. Le ministre des Finances devra instruire la banque une fois. Et à partir de telle date, il faut de manière permanente mettre à la disposition de la Caisse nationale de péréquation 10% des recettes. Ces 10% des recettes bénéficient essentiellement aux provinces en ce qui concerne les renforcements de leurs capacités pour les investissements. Donc, voilà, je pense, ramasser l'ensemble des contraintes sur les plans vraiment financiers. Comme je vous ai dit que c'est les finances qui constituent les déterminants les plus importants en matière de décentralisation. Quand il n'y a pas d'argent, tout le reste n'est que théorie et théorème. Donc, il faut de l'argent pour pouvoir les aiguiller vers le financement des projets. En conclusion, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'ensemble du séquençage qu'on a eu à vous décrire dans un temps voisin et dans les slides précédents, voudrait qu'on retienne que la planification reste les premiers maillons du processus du développement. Le processus de développement commence par la planification. La vision est là. Sur base de cette vision, vous tirez les instruments de planification pour maintenant essayer de conformer cette vision aux réalités que vive la communauté. Après cette planification, il faut une budgétisation. Et quand on fait une budgétisation, c'est-à-dire on chiffre. On chiffre avec une priorisation. On commence par quoi? On finit par quoi? Après viendra le suivi, évaluation, le monitoring. Il faut monitorer, il faut suivre. Est-ce que nous avançons dans ce qu'on a mis en place comme instrument, comme programme? Il faut un temps de pause analytique, essayer de voir si la manière d'évoluer vers les objectifs demande d'opérer des ajustements. Et enfin, c'est ce que je viens de dire, les ajustements et les mesures d'action sont importantes lorsque un État ou une collectivité est en train de mettre en œuvre un plan de développement, quel que soit son niveau. J'ai dit et je vous remercie. Vous étant ministre des Finances, qu'avez-vous fait? Parce que quand même vous avez occupé, vous occupez toujours cette fonction.
qu'avez-vous fait par rapport à la démarche, notamment de rendre les routes, les infrastructures routières? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple dans les Mbaka, Koussou, dans d'autres milieux, il y a ce qu'on appelle il y a des aliments qui se vendent à 400 francs, notamment les régimes qui se vendent à 400 francs, à 1000 francs, par faute de routes qui sont impraticables. Alors, quel a été votre rapport pour remédier à ces problèmes? Je voudrais m'appesantir sur la question liée aux aléas dont est victime toutes les provinces, et principalement la province du Congo central. À cet effet, j'aimerais savoir que prévoit-elle la loi ou autrement la province par rapport à ces aléas? N'y a-t-il pas un instrument de contrôle qu'avait déjà prévu la loi de telle enseigne que ces aléas ne soient pas répétitifs? Oui, vous avez relevé les difficultés qui font en sorte que le plan national stratégique de développement ne puisse pas bien marcher en République démocratique du Congo. Et celle qui a retenu mon attention, c'est le fait que les rétrocessions sont aléatoires. Que faire à ce niveau pour que cette situation ne dérange pas le fonctionnement et de la province, et des provinces de manière générale, et des entités territoriales décentralisées? Maître Willy, bon, vous avez posé la question de savoir, en notre qualité de ministre, qu'est-ce que nous avons fait pour l'agriculture. Donc, comme j'étais en train d'exposer, la planification, c'est une question gouvernementale. Il n'appartient pas à chaque ministre de répondre de manière individuelle. Bien sûr, en ce qui concerne les actions, il peut arriver qu'un ministre réponde, mais c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc, je vous ai présenté le plan d'action de 2019 qui a été présenté par l'administration qui nous a précédés avant 2022. Ils ont présenté en 2019. Si vous entrez à l'intérieur, vous allez voir, pour chaque secteur, on a défini quelles sont les actions à mettre en œuvre, secteur par secteur, quels sont les objectifs. Et à la fin du document, il y a même ce qu'on appelle, vous faites le développement, ce qu'on appelle les cadres logiques. Donc avec des objectifs intermédiaires, des indicateurs, pour essayer de les monitorer. Donc, lorsque l'actuel gouvernement est arrivé au pouvoir, il a hérité d'un segment des mandats. Mais vous héritez des segments des mandats, mais ce n'était pas un mandat de rupture, parce qu'il y avait déjà un plan d'action qui a été bel et bien avalisé déjà par l'Assemblée. Ce que le gouvernement devait faire, c'était une mise en œuvre réaliste. Donc, avec le temps qui restait, il fallait faire focus sur un certain nombre de secteurs jugés prioritaires, de manière à finir les mandats, pour que le gouverneur qui viendra après, qui sera de plein mandat, puisse jouir vraiment de la plénitude de l'horizon temporel qui lui sera accordé pour voir s'il peut reconduire toutes ces mesures ou carrément présenter un programme qui soit un peu plus différent, plus ambitieux que ce que nous avons trouvé, nous avons jugé acceptable de notre point de vue. Donc nous nous sommes inscrits dans ces cadres-là, mais avec un focus sur ces secteurs, notamment l'agriculture. C'est un secteur pour lequel nous avons pris des mesures, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, nous avons pris des contacts. Il y a des investisseurs étrangers qui sont venus sur place pour... donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, quand ils entendent parler des parcs agro-industriels, ils pensent directement à Bougangalon, comme notre ami vient de parler. Donc on devait développer des mini-parcs agro-industriels ici. Ces personnes se sont intéressées, ils nous ont invités en Inde, on est parti. Ils ont quitté l'Inde pour venir ici, à Kimpese, voir, ils ont pris notre sol, ils ont pris
les coordonnées géographiques, pour savoir la pluviométrie, c'est quoi, tout. Ils sont allés étudier, ils sont revenus, ils ont fait même l'essai sur 3 hectares pour essayer, parce qu'ils étaient en train de nous donner des grandeurs qui nous rendaient malades. Parce que ce qu'ils pouvaient produire comme tonnes de tomates, hein, dans 1 hectare, c'était quasiment les doubles ou les triples de ce que nous produisions. Bon, donc ça veut dire que les actions ont été posées, mais les actions, lorsqu'on les décide, dans les domaines économiques ou dans les domaines du développement, ces actions prennent un certain temps. Un certain temps pour qu'on ressente les effets. Parce que je me souviens, lorsqu'on est arrivé, on a pris un certain nombre de mesures. Les 6 premiers mois, c'était l'observation, on a fait l'état des lieux, on a pris des mesures les 6e mois, mais ces mesures-là ont commencé à porter à partir du mois de janvier. Donc, les temps de les mettre en œuvre, il y a des préalables à respecter. Donc, dans le cadre de l'agriculture, nous avons pu mobiliser un certain nombre de fonds parce que depuis que nous sommes là, depuis qu'on est aux affaires sous le leadership du gouverneur, déjà quand on a totalisé une année, je pense 11 mois, nous avons connu un accroissement des recettes de l'ordre de 50% au niveau de la DGRKC. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez un surplus des recettes, ça veut dire qu'il y a plus de projets à financer. Vous voyez? Donc il y avait déjà un peu de moyens qu'on a pu aiguiller vers l'agriculture. Mais vous détaillez à l'intérieur ce qui a été fait, c'est quasiment impossible. Parce que ce n'est pas mon domaine, mais les grandes lignes, je sais qu'il y avait les parcs qu'il fallait financer. On a financé les préalables par rapport à ces parcs. Dans les jours à venir, il y aura une série d'émissions. Le ministre de l'Agriculture va passer. Je pense que vous serez attentifs pour le suivre, où il va essayer d'expliquer vraiment ce que nous avons pu faire dans ces domaines-là, parce qu'on a fait quand même des choses. Alors, différence entre retenir à la source, rétrocession, qu'est-ce qui a été fait, quelle a été la démarche. Bon, la retenir à la source, ça veut dire quoi? Vous percevez les fonds, les recettes à caractère national, que vous devez remonter. Mais le constituant dit quoi? Il dit que les provinces doivent prendre leur part, leur 40% ici, et ne faire remonter que les restes pour le pouvoir central. C'est ça. Mais la loi relative aux finances publiques, bon, les experts disent que la loi clarifie. Mais pour moi, la loi contredit. La loi au fait, pose les principes de la rétrocession. Donc ça veut dire que tout doit remonter à Kinshasa. Mais c'est Kinshasa qui doit maintenant vous mettre à votre disposition avec tous les désagréments. On est en train de suivre. Ce n'est pas parce que le pouvoir central est de mauvaise foi. C'est la tare, c'est une tare qui vient de la Constitution. En principe, la Constitution ne devrait pas fixer un ratio à l'intérieur pour dire que 40%. Les constituants auraient dû se délester sur les législateurs organiques pour dire dans une formule telle que les recettes à caractère national fera l'objet d'une loi organique, par exemple. C'est alors que les techniciens allaient entrer en danse, en commençant d'abord par évaluer quel serait l'impact de cette cession de 40% sur le fonctionnement de l'État. Parce qu'en réalité, quand on a voulu l'appliquer, le pouvoir central a senti qu'il allait être déstabilisé. C'est ainsi qu'on est parti vers cette rétrocession. Donc, je pense que lorsque je vais revenir pour les juristes, je vais m'appesantir sur ça. J'espère que vous serez de la partie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on est en train de faire, c'est ça. Il y a déjà un lobbying qui existe et ne vous en faites pas. Le gouvernement provincial n'a pas commencé avec nous, nos prédécesseurs, ensemble avec les députés provinciaux qui nous ont précédés. Ils se sont fédérés avec d'autres, les députés, les élus d'autres provinces. Ils ont fait pression, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu des résultats satisfaisants. Donc,
ne vous en faites pas, c'est un combat que les gens sont en train de mener, mais c'est l'évolution qui n'est pas encore palpable. Mais ces gens graves, est-ce que la loi prévoit les mécanismes pour faire face à tous ces désagréments? Bon. La loi prévoit les mécanismes, mais c'est l'application qui fait remonter ces insuffisances. Mais en principe, une loi est votée par les hommes pour régir les situations qu'on vit dans la communauté. Si la loi n'est plus adaptée, ou la mission pour laquelle la loi a été mise en place n'est plus en phase, en principe, il faut modifier la loi. Pourquoi pas dire, bon, on vous donne plus 40%, mais on peut vous donner 15%, mais ça sera régulier. Mais au moins, on sait qu'on peut budgétiser avec nos 15%, parce que ça sera régulier. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit réinterroger les mécanismes de financement des provinces. C'est une question que les provinces n'ont pas encore abordée. Je pense que peut-être dans le cadre de la législature qui viendra, il y aura des têtes pensantes qui mettront cette question sur la table pour qu'on puisse résoudre la question. Elle est sensible, pourquoi? Parce que pour modifier cette question, il faut aller toucher la Constitution. Or, la Constitution à RDC, on n'y touche pas. Si vous voulez toucher la Constitution, c'est tout un problème. Or, la Constitution n'a pas que des dispositions qui peuvent hériter les politiques. La Constitution renferme des dispositions techniques aussi, et qui, au cas où elles sont immuables, ne peuvent pas permettre de faire évoluer les problématiques qu'on est en train de vivre dans nos entités, que ce soit au niveau du pouvoir central que dans ces démembrements. Madame Konde, vous parlez du secteur extractif. Le secteur extractif, c'est un secteur monopolistique, capitalistique plutôt, excusez-moi. Donc, les gens viennent depuis la libéralisation du secteur à l'époque, parce qu'il n'y avait que Gécamine qui fonctionnait, qui avait les monopoles dans l'exploitation. Alors, et quelques sociétés d'économie mixte comme Kilomoto, je pense, et Sominki, si je ne m'abuse. Mais lorsqu'on a libéralisé à l'époque, ce sont les capitaux étrangers qui se sont invités chez nous. Et ils sont là pour faire des profits. Donc, ils investissent leur argent, ils vont acheter leur sécurité. S'il y a de l'insécurité là-bas, ils peuvent louer leurs services de sécurité et même pour qu'ils exploitent de manière à récupérer leur mise. Donc, c'est un secteur capitalistique. Et le secteur minier, ce n'est pas le secteur qui a le potentiel d'employer un plus grand nombre de notre population. Le nombre est important, mais toutes les provinces à RDC sont des provinces potentiellement minières et riches. Mais il n'y a pas plusieurs qui ont atteint déjà les stades d'exploitation comme les Katanga et les provinces de l'Est. Vous voyez? Alors, il est une constante. La constante, c'est que le secteur extractif produit, permet à l'État de récupérer les sommes, soit qu'aurait pu avoir le secteur agricole si jamais nous disposons des financements et nous élaborions une politique vraiment publique, spécifique à ces secteurs. Pourquoi? Parce que, de par la démographie, déjà, la majorité de la population est rurale et a vocation à faire l'agriculture. C'est déjà une prédisposition naturelle. Et cette majorité, dans cette majorité de la population, la majorité est jeune. C'est ainsi que ces secteurs-là, c'est un secteur qui renferme beaucoup de potentialités pour le développement. Et c'est autour de ces secteurs qu'il faudrait qu'on développe beaucoup plus d'intelligence. Je ne dis pas qu'on va négliger les autres secteurs. On doit vraiment développer beaucoup plus d'attention et de réflexion autour de ces secteurs pour qu'on puisse avoir ces politiques idoines de manière à avancer. Maître César Lando, est-ce que 2050, nous pouvons atteindre les clubs des pays à revenus intermédiaires?
C'est la vision qui le dit, c'est pas moi. Pardon? Il est économiste et non maître avocat. Monsieur César, hein, oui. Langue. N'a pas voulu être frappé sur les défauts de qualité. Monsieur César, c'est la vision qu'il est dit. Hein. C'est pas moi. Moi, j'ai pris, je vous ai montré les référentiels. Comme je vous ai dit toujours, les référentiels en matière de développement, si c'est un référentiel qui est porteur de vision, l'horizon temporel pour les développements, c'est une génération au moins, donc 25 ans au moins. Sinon, au-delà de 25 ans. Alors là, pour les PNSD, l'horizon c'est 25 ans, mais à travers 5 étapes intermédiaires qui correspondent à 5 plans quinquennaux. Oui, 5 plans quinquennaux qui vont conduire jusqu'à ces 2025. C'est vrai qu'on a commencé à élaborer cette histoire, j'étais encore à Kinshasa en 2015. Le temps de les promulguer, est-ce que les temps qu'on a pris pour promulguer, est-ce qu'on tient compte? Ça compte depuis 2015 ou ça va compter à partir de 2019 quand les ministres du plan et Élisée Minembo est venu, parce que c'est elle qui a semblé publier la version finale. Donc peut-être qu'on va faire une mise à jour pour glisser, mais ça c'est l'horizon temporel qu'on nous a donné, mais avec la réalité on voit que ça va vite. 2050 c'est demain. 2050 c'est demain. Nous sommes en 2023, on a encore 25 ans devant nous, mais on n'a pas encore 25 ans parce qu'on doit déjà appliquer les premiers plans quinquennales qui comprend les mesures qu'on va recenser. À l'intérieur de ces plans, qu'on va mettre, implémenter dans cette législature-là, de 5 ans, et on devra préempter à travers les différents budgets qui seront votés pendant ces 5 ans-là pour faire coïncider ces projets au financement. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est un souhait, mais nous sommes en 2024. Donc en principe, c'est à partir de l'année prochaine qu'on doit avoir les premiers plans quinquennaux qui répondent à cette vision. Mais ces croyances, quelle est la part de la jeunesse dans l'action du gouvernement? La part de la jeunesse, c'est qu'il y a tout un chapitre déjà dans le plan d'action qui fait la part belle à la jeunesse. Donc, au fait, parce que jeunesse, on le couple souvent avec les sports. Donc, dans les plans, je peux dire quoi, les discours programmes du gouverneur, quand il a préempté les secteurs qu'il a estimés prioritaires, la jeunesse était parmi les secteurs retenus. Il fallait aider la jeunesse déjà en ce qui concerne les activités sportives pour développer un certain nombre d'infrastructures. Donc on a réhabilité les stadiums de Damar. Je pense qu'on avait fait en 2 mois pour que les gens puissent pratiquer les baskets et les volets. Mais ce n'est qu'un échantillon parce qu'en 15-16 mois, on ne pouvait pas poser des actions qui puissent avoir un effet spatial assez important. Mais il y a un certain nombre d'activités qu'on avait prévues. Mais je sais que lorsque la jeunesse pose des questions, souvent c'est l'emploi. Pourquoi? Parce que vous êtes étudiant aujourd'hui, vous n'aspirez pas à rester dans les auditoires ad vitam aeternam. Donc, vous voyez responsable demain dans une entreprise privée, dans une institution publique. Mais qu'est-ce que la collectivité fait en termes de création d'opportunités pour que demain vous soyez employé? La question est complexe. La réflexion est quand même certaine. En principe, la collectivité, qu'elle soit privée et la collectivité publique, donc au niveau infranational ou au niveau national, n'a pas vocation à créer des emplois. L'État crée des conditions, l'État veille sur l'environnement
de manière à favoriser l'initiative privée. C'est l'initiative privée qui crée l'emploi. On a parlé des problèmes de la désertation. Lorsqu'on crée un service fiscal, la vocation première d'un service fiscal n'est pas de donner du travail aux gens, c'est de collecter l'impôt. Si les dispositifs organisationnels qui ont été mis en place dictent qu'il faut 200 personnes, parce que déjà ça a commencé avec 250 personnes, si c'est les 250 personnes qui peuvent permettre d'atteindre les objectifs escomptés, les résultats escomptés, on reste avec ces 250. Vous ne pouvez aller vers une augmentation en effectif que lorsque les besoins se posent, parce qu'il faut étendre les services pour des raisons qui se justifieraient par le fait qu'il y a des pôles où l'activité économique s'est développée et où l'État peut prélever, peut faire des prélèvements obligatoires dans ces endroits. C'est alors qu'on peut recruter pour déployer les gens de ce côté. Donc, la grande initiative ici, et c'est ce qui a transpiré dans les discours programmes du gouverneur et qui est aussi en filigrane dans les plans d'action que nous avons hérités du gouvernement précédent, c'est d'aller dans le sens de rendre la province attractive. Il faudrait que les privés viennent y investir. Si nous n'arrivons pas à négocier cette temporalité-là, on aura toujours ces problèmes d'emploi. On aura toujours ces problèmes d'emploi. Donc, c'est un problème structurel qui n'est pas facile à traiter, contrairement à ce que les gens pensent. Vous pouvez croire que le gouvernement va se réveiller un beau matin, créer 10 directions, on prend les gens, on les met à l'intérieur, après on va les payer avec quoi? Vous voyez? Ça sera des grèves interminables partout, parce que les gens ne sont pas payés. Donc, ça, ce sont des programmes qui ne peuvent se négocier avec des effets que dans le cadre d'un mandat qui est plein, avec des objectifs qui sont clairs et beaucoup plus d'action. Un environnement juridique et judiciaire sain. Parce que c'est ce qui fait fuir les investisseurs. Lorsqu'ils viennent ici, avec toutes les bonnes intentions, ils parlent, ils font leurs exposés. À la fin, on leur dit, bon, oui, c'est bien beau, mais quelle est notre part? Ils partent, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils viennent avec leur argent. Mais de quel droit est-ce qu'ils doivent donner 5% ou 10% à quelqu'un alors qu'ils doivent aller rendre compte aux gens qui ont contribué pour qu'on forme ces capitales et qui croient que ces capitales, une fois investies dans ces deals-là, va permettre à vous, les partenaires publics, de se retrouver et à eux. Donc, en principe, dans l'esprit, dans la vision du gouverneur, c'était plus développer des partenariats publics-privés avec des investisseurs privés, de manière à faire que la gestion soit mixte, avec une dose des privés à l'intérieur. Ça va créer de l'emploi et garantir une certaine rétribution en termes de dividendes à la province. C'était ça, au fait, la vision. Monsieur Matondo. Bon, la problématique de la rétrocession, je pense que j'ai répondu. Oui. J'ai répondu. La question c'est, y a-t-il des perspectives économiques pour arriver au développement durable du désert? Il y a qui est la difficulté vendaka mingi na ba pangi na même tela la peine, je parle de votre gouvernement. Na membre metali la mise en œuvre topé ba projet mais boubouyaï tant ba solution qu'elle est faite. Est-ce que tenir bien à la conférence, il doit être vraiment important? Bon, comme je l'ai dit, madame, vous dites les perspectives économiques en termes de développement durable. Bon, en fait, le développement durable, déjà par définition, est rencontré dans le plan. Parce que le développement durable, c'est quoi? C'est cette forme de développement qui doit allier l'économie, le social et la contrainte écologique. Vous verrez que dans tous les plans qu'on a déclinés,
il y a toujours un axe qui est dédié à l'environnement. Donc c'est que tous les axes qui sont au-dessus reposent, ont comme substrat la durabilité. Donc si vous... j'ai pas mis mon adresse mail, si les gens qui seront intéressés, je vais peut-être donner au président, vous allez m'envoyer, je vais vous envoyer la documentation, peut-être que vous allez lire vous-même pour essayer de mesurer dans quel degré est-ce que la durabilité a été prise en compte dans tous les autres axes. Monsieur Georges Sassa, qu'est-ce qu'on suggère pour booster les recettes de l'État, notamment la DGRKC? Je venais de le dire, c'est la restructuration. La DGRKC, nous avons commencé avec un premier pas. La mise en place qui a été faite, la DGRKC a tenu compte d'un certain nombre de paramètres qui n'avaient pas été pris en compte dans les gouvernements précédents. Nous avons restructuré de cette manière-là. Là, c'est sur le plan structurel, donc le plan organisationnel. Et au-delà des mesures de police qu'on a prises, donc c'était l'effet gendarme lorsqu'on est arrivé, les gens ont eu peur, il y avait déjà les recettes qui ont bougé. Mais après, on a pris un certain nombre de mesures effectives, notamment la mutualisation de certaines impositions avec les niveaux centrales, avec la DGI, en ce qui concerne l'impôt, la patente et l'impôt sur les bénéfices. L'impôt professionnel sur les bénéfices. Nous avons négocié une intégration de toutes nos taxes et droits. Donc de toutes les taxes et tous les droits qui sont perçus à l'occasion du commerce transfrontalier. Ils sont intégrés dans Sidonie. Parce que parmi les taxes qui comptent pour cette province, dans la structuration, quand on voit, c'est la taxe des déchargements qui compte pour plus de 60% de toutes les recettes de la province. C'est un élément de fragilité sur lequel on travaille pour que les autres taxes aussi puissent avoir une rentabilité, parce que la taxe des chargements et des déchargements est liée au commerce international, donc du coup liée à certains aléas que nous ne pouvons pas gérer, parce que ce sont des aléas extérieurs. Parce qu'en cas de choc extérieur, en cas de problèmes qui arriveraient au niveau international, pour lesquels nous ne sommes pas la cause, nous pouvons subir beaucoup de préjudices en termes des recettes, du fait de la Covid par exemple. À l'époque, quand les autorités ne savaient même pas, les autorités sanitaires mondiales ne savaient même pas comment réagir, ils ont arrêté les échanges de biens pendant un certain temps. C'est un choc. S'il y a les bateaux n'arrivent plus, ici chez nous, la DGRKC sera en difficulté. Parce que la principale ressource va fondre. Donc au-delà de cette ressource qu'on a pu intégrer dans Sidonia, c'est une ressource, la ressource la plus fraudée en province, c'est cette ressource. Les gens s'arrangeaient, je ne sais pas de quelle manière, ils avaient réussi à pirater les systèmes qu'on a trouvés ici. Bon, c'était pas un mauvais système, mais on dirait qu'il y avait des complicités internes. Donc des gens qui étaient là, qui donnaient les codes aux gens qui étaient quelque part dans des cybercafés en Zanza ou en Vouzi là-bas, qui donnaient l'autorisation à l'armateur de libérer les marchandises alors que la DGRKC ne sait même pas. Alors, les statistiques nous ont démontré que cette taxe-là a été fraudée quasiment à 50%. Donc, s'il y a 20 000 conteneurs arrivés sur place à la province, la DGRKC ne percevait que 50% de l'argent. Donc, nous avons pu signer un protocole d'accord avec les autorités au niveau de la DGDA. Actuellement, je pense que la fraude concernant cette taxe est quasiment annulée. Parce que
c'est dans les bulletins liquidatifs de la DGDA que cela apparaît. Si vous ne cochez pas, la DGDA ne libère pas. Donc c'est le protocole d'accord qu'on a signé avec eux. Le temps que la DGRKC puisse bâtir, puisse lui-même acquérir un système plus sécurisé. Donc nous allons passer par Sidonie. Sur les plans d'infrastructure aussi, on a évolué parce que sur les plans d'infrastructure, à l'Oufou, nous sommes en train de construire. Je pense que déjà les bureaux et là on investit à Kisantou. Là on va créer l'académie fiscale pour la formation, pour renforcer les capacités, renforcer les compétences. Donc il y a une trame de fond, des mesures qu'on avait commencées qui à long terme va produire les effets parce que l'intégration dans Sidonia a boosté les recettes de manière phénoménale. Donc les premiers mois, quand la DGD a perçu pour nous. Donc à côté, il y a encore beaucoup plus de mesures d'encadrement qu'on est en train de mettre en œuvre dans les temps, notamment les redéploiements du personnel, parce que 60% du personnel est concentré ici, là-bas, à Matadi, et dans des grandes villes. Les gens ne veulent pas entrer, alors qu'il y a certains points sur lesquels, si nous essayons de viabiliser, nous pouvons susciter l'activité économique et puis pouvoir percevoir. Donc voilà ce que je peux vous dire en matière de recettes. Monsieur Blaise, l'exercice que nous faisons aujourd'hui... Excellence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme la question était posée en Kikongo, le mieux serait que la réponse soit en Kikongo en langue locale. En langue Bon, j'ai compris, mais je ne saurais pas structurer. Il n'y a pas de problème. En lingala, ça va. Oui. Tout le monde sera à l'aise en lingala? Bon. Makambo est toujours au sala lelo. Il y a exposé. Toujours sala pour la politique. Les analyses scientifiques. Toujours solo là sur makanisi oyo il faut to zala ndenge to ko kanisela pour conduire développement na mboka na biso to ko banda na nini mikanda nini il faut to tcha en place ndenge nini il faut to landela makambo ngo po to yeba soki tozo kende sika to lingi to kende soki tozo kende malamu so to kende malamu te ndenge nini to koki ko corriger yango. Eza ya kusangisa te na ndenge o bato babimaki bino bokoti lobi nga na obima ndenge bato mosusu mpe babimaki lobi bato mosusu bakokota me lobi okokutana na nga peut-être na Kisantu nazopartage makambo oyo ngai namonaki en tant que chercheur nasalaka ba recherche na ngai mpona ya kokabola yango na bino baétudiant bato oyo baza bakoza na mwa compréhension ya makambo yango na bacteur ya société civile oyo balingaka makambo ya développement na bao balingaka makambo ya gestion ya misolo omoni yango wana ntango nakotaki na précisaki ke nazoloba lokola expert nazoloba lokola politicien te nazoloba lokola expert donc tosolola makambo yango na ndenge ya science. Donc, exercice, quel que soit le résultat, dans la zone de défendre les résultats gouvernementaux, nous avons expliqué, nous avons fait cet exemple, nous avons vu, nous avons monaki, pour là, où nous avons le bino, na mukanda, et kokanana, na makambo et ça la compréhension comme facile. Donc, il faut rejoindre vraiment les voix. Merci beaucoup. Monsieur Lessay, si les provinces, vous voulez savoir si la province dispose de laboratoires par rapport à l'agriculture. Mais vous connaissez l'INERA. On vient de traverser là pour que je vienne ici. L'INERA. Mais l'INERA, c'est un dispositif. C'est le dispositif par excellence. C'est national. En principe, si la province veut mener des expérimentations sur des semences
qui ont des propriétés particulières. C'est vers l'INERA. L'INERA est national. Les semences qui ont été expérimentées à INERA font les bonheurs de plusieurs pays aujourd'hui, tels que la Malaisie. La Malaisie avec l'huile de palme maintenant, les semences sont venues de Yangambi, l'INERA Yangambi. La Côte d'Ivoire avec le cacao, les semences sont venues de l'INERA Yangambi. Même le Sénégal avec les arachides. Donc l'instrument, nous avons tous ces instruments avec nous. Nous avons tous ces instruments, mais nous pensons qu'il y aura... là je réponds à l'UNDO là directement aussi, à M. l'UNDO là. Nous pensons qu'il y aura un alignement d'astres, un séquençage qui va faire qu'à un certain moment, il y aura des hommes qui percevront très bien quelle est cette vision-là qu'on devrait implémenter pour ces pays. Je crois que je suis des fois fan de la citation de La Rochefoucauld qui dit que toutes les tendances sont mauvaises, mais même les tendances altruistes. Mais dans tout ce que l'homme fait, il y a du mauvais, il y a toujours aussi des bons éléments à tirer. Pour l'entrepreneuriat des jeunes, le chef de l'État il a martelé, mais au niveau central, on a mis en place un dispositif spécifique pour ça. Il y a même toute une stratégie qui a été conçue pour ça, et un arrangement, un montage institutionnel et organisationnel. On a mis en place un fonds, FOGEC, je pense que c'est ça le nom de la structure qui a été mise en place. Et FOGEC gère des fonds. Ces fonds sont issus parce que c'est un établissement public. Il vit de la fiscalité cédée. Donc on lui cède un certain pourcentage des ressources qui viennent du fonds minier, qui vient de l'autorité de régulation des régulation de la sous-traitance. Donc il y a un certain nombre de ressources statutaires qui sont mis à la disposition des FOGEC pour qu'elles puissent particulièrement encadrer et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Et les projets font un focus sur les débutants et les gens qui n'ont pas vraiment des capitaux assez importants. C'est tout un programme. Ce qui compte, c'est les sources de financement. Parce que s'il n'y a pas de sources de financement, vous ne savez pas mener un tel programme. Et s'il n'y a pas de financement, l'éclosion des initiatives privées aussi devient problématique. Alors, le FOGEC est en contact aussi avec les bailleurs de fonds. Donc, dans les cadres des appuis que la Banque mondiale, la BAD et d'autres bailleurs multilatéraux comme bilatéraux, dans leur appui, ceux qui s'occupent des développements ont des fonds qui peuvent être mobilisés par cette structure. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les programmes qui sont concoctés au niveau de Kinshasa ont souvent des pendants en province. Je vous cite un programme que moi j'ai trouvé sur place et pour lesquels les gens ont reçu l'argent, les projets Transform. Les gens ont entendu parler des projets Transform. On a donné entre, je pense, 5 et 20 000 $ aux jeunes. C'était pas les projets Transform, c'était les projets PADEM-PME. Oui, PADEM-PME. PADEM-PME, c'est un projet financé par la Banque mondiale, mais le volet de la province était géré par mon collègue de l'industrie. Mon collègue de l'industrie qui l'a géré. Ce projet-là a pris fin. Maintenant, il y a un second projet qui a été mis en place, Transform, qui complète ces projets. Pour lesquels, en tout cas, à moins que je ne sois distrait, on va solliciter aussi que les jeunes présentent des projets, présentent des documents qui attestent qu'ils tiennent des structures et ils vont bénéficier encore des financements. Donc,
Je vais garder contact avec les présidents des étudiants. Quand je rentre, si je prends la bonne information, je la mettrai à sa disposition pour que lui puisse aussi la répercuter. C'est bon? Oui, mais Transform a encore prévu beaucoup plus de fonds que PADEM PME pour mettre à la disposition des jeunes. Donc c'est pour dire que sur le plan de l'entrepreneuriat, ce n'est pas la province de créer des entreprises publiques. Ce n'est pas la vocation de créer des entreprises. On ne crée pas des entreprises publiques ou des structures provinciales pour caser les gens. Il faudrait créer un environnement qui puisse attirer les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, et puis exploiter au mieux les opportunités et mettre à notre disposition les bailleurs de fonds à travers ce genre d'initiatives, parce qu'il y en a nombreux. C'est à la province de savoir bien canaliser, faire circuler l'information et cibler les publics concernés. Je pense que j'ai vidé l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Justement, comme vous l'avez dit vous-même, cette conférence combien bénéfique pour nous qui sommes non seulement élite et avenir de demain, la jeunesse, mais aussi en tant que natif du Congo central. On a bénéficié, je voulais dire, d'une conférence axée sur les finances en général, mais aussi les finances au niveau provincial. On a su comment ressortir les difficultés auxquelles le gouvernement fait face dans tout ce qu'il entreprend comme projet de mise en œuvre. Nous avons même parlé de difficultés liées à cela. Son Excellence, Monsieur le Ministre de Finances et des Budgets, a été clair quant à ci, puisqu'il a été, en tout cas, sous ses deux casquettes en tant que ministre d'abord des Finances, mais aussi en tant que chercheur. Et certaines vérités sorties, par exemple par rapport à la Caisse nationale des péréquations, qui jusqu'à la province du Congo central n'en bénéficie pas, généralement. Et quant à la question de la retenue de la source et de 40% de la rétrocession, dont la province du Congo central peine jusque-là à avoir, parce que ça fait comme beaucoup de mois qu'elle ne l'a pas, c'est la peine à faire que le budget qui est proposé ou alors voté puisse se réaliser concrètement comme cela a été tracé au préalable. Et donc ça ne peut que nous réjouir et le vœu que de telles activités continuent pour qu'en permanence nous soyons informés. Je vais vous dire une chose, c'est que beaucoup de gens pointent du doigt le gouvernement, mais ne sont pas peut-être au courant de toutes les réalités que nous avons, dont nous avons été bénéficiaires de la part du conférencier. Donc c'est très important que cette communication permanente continue et de telles initiatives soient partout dans le Congo central. Ce qui est intéressant pour nous, d'abord la ville de Goma. N'oubliez pas que c'est le ministre des Budgets et Finances, donc il tient vraiment la politique gouvernementale du gouvernement. Et aujourd'hui, en tant qu'expert, il nous a beaucoup orienté sur tout ce qui est développement. Mais ce que je peux retenir et recommander aux étudiants, parce que n'oubliez pas, c'est un message adressé aux étudiants, c'est qu'il est important de plus en plus que les étudiants s'impliquent. À chacun selon ses prérogatives. Il y a ceux qui sont au niveau des facultés de développement, il y a ceux qui sont au niveau de l'agronomie. Pourquoi? Le ministre a dit ceci, normalement à partir du mois de juin, il y a ce qu'on appelle au niveau de la province, on réfléchit sur l'édit budgétaire. Parce qu'il y a l'édit budgétaire et puis il y a la loi des finances pour ce qui est national. Donc il faudrait que les étudiants aujourd'hui puissent participer au grand projet de la ville. Parce qu'ici nous parlons d'abord de la ville de Goma. On vous dit, je vous donne un exemple, vous avez parlé des curages. Les curages, c'est un problème cyclique. Nous n'allons pas attendre 5 ans lorsqu'il y aura des élections pour penser au curage. Les curages, c'est annuel. Donc si les étudiants peuvent se constituer en groupe pour amener ce genre de projet avec études, voilà la participation que nous attendons des étudiants. Et j'ajoute, nous avons eu la grâce d'avoir certains députés. Et donc je crois avec cette synergie, étudiants-députés, société civile, nous pouvons tirer des profits de cette conférence. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose,
vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.